Ensuite, nous allons parler de la planète Hydelin, qui est la planète sur laquelle on vit et on évolue dans FF14. Depuis les temps immémoriaux, cette planète verdoyante qui baigne dans les terres est le berceau de la vie. Mais aujourd'hui, Hydelin est meurtrie dans sa chair et les forces du néant menacent de l'engloutir. C'est donc à vous qu'il convient de la protéger. Ensuite, nous avons Zordiak. Zordiak est une divinité dans Final Fantasy XIV. Bien que jamais vue et à peine mentionnée, les Axiens l'adorent comme leur seul vrai dieu. Zordiak s'oppose par définition à la déesse Hydelin, leur juxtaposition représentant les ténèbres et la lumière. Ensuite, nous avons les Axiens. Les Axiens, connus sous le nom de messagers divins, sont des personnages malveillants en robe sombre qui sèment les graines du conflit sur toutes les terres des Eorzea. Tout comme leurs visages sont dissimulés derrière des masques cyniques, les vraies motivations des Axiens sont cachées derrière le voile du secret et de la terreur. Ensuite, on va faire la description des personnages importants. Donc, on va commencer par le guerrier de la lumière. Les guerriers de la lumière sont les personnages que le joueur dirige dans Final Fantasy. Celui-ci choisit une équipe de 4 personnages parmi 6 classes possibles. Les personnages n'ont qu'à passer, ce qui permet une totale liberté et cohérence quant au choix de son équipe. La prophétique Luciane annonce qu'ils sauveront le monde des ténèbres et sont aisément identifiables au cristal qui repose dans leur paume. Ensuite, on va parler d'Eorzea. Eorzea est située à l'ouest des 3 grands continents d'Hydelin. Cette péninsule composée d'Aldenar et de nombreuses îles a toujours été le creuset de nombreuses civilisations. Dominées par d'immenses montagnes abruptes, les régions du nord sont constamment balayées par la brise glaciale. Le sud est une vaste étendue désertique, aride et hostile, où ne survivent que les plus forts. Mais en dépit de leur nature inhospitalière, ces terres ne cessent d'attirer les hommes et les monstres, appâtés par les courants d'éther souterrains et les riches filons de cristaux. Dans ces contrées rudes où la vie fleurit malgré tout, l'histoire du peuple des Eorzea se lit à travers une succession de cycles de prospérité, appelés ère astrale, ou de calamité, appelés ère ombrale. La première ère ombrale marqua la fin de l'âge des dieux. 6 autres ères de calamité se sont succédées depuis l'avènement de l'âge des mortels par la première ère astrale. Chacune des ères ombrales qui a suivi a porté les caractéristiques de l'un des 6 éléments. Tous les éléments ayant été représentés, tout le monde croyait que l'ère astrale actuelle durerait pour l'éternité. Mais le 7e verset de la prophétie de Maïsa annonce un destin bien moins favorable. Il est dit que le 6e solaire, c'est-à-dire celui de la 6e ère astrale, prendra fin et que les ténèbres de la 7e lune ou la 7e ère ombrale recouvriront le monde entier. Et aujourd'hui, le monde s'apprête à connaître une nouvelle période de déclin. Le 7e fléau approche. À la frontière orientale, l'empire de Gallemald se prépare à conquérir le continent d'Aldenar. Pendant ce temps, les autochtones qualifiés péjorativement de tribus barbares invoquent leur déité, les terribles primordiaux. Eorzea est plus que jamais menacée. Ensuite, nous avons l'empire de Gallemald. Cet empire a le contrôle sur la quasi-totalité de la plus grande masse continentale d'Hydelin, surnommée la Triade continentale. Seul le petit continent d'Aldenar, à l'ouest, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ça me rappelle quelque chose. Il y a tout juste une 50aine d'années, Garlemald n'était qu'un tout petit pays du continent septentrional d'Ilzabar, sans grande importance. Mais sa soudaine supériorité technologique et le génie d'un jeune général, devenu empereur par la suite, en a fait très rapidement une puissance capable de dominer toute Hydelin, qui est la planète actuelle. Les Garlemaldais ont pu annexer sans grande difficulté les pays voisins grâce à la technologie Magitech, qui dépasse de très loin celle des autres nations, et une armée redoutable dotée d'aéronefs sophistiqués. Une fois le Nord soumis, ils ont ensuite continué sur leur lancée en envahissant les pays orientaux d'Otar pour en faire des provinces, agrandissant ainsi leur territoire. Pour prévenir toute révolte, les impériaux ont utilisé des méthodes à la fois oppressives et libérales pour mieux encadrer et éduquer les populations vaincues, palliant ainsi une démographie relativement basse qui était leur unique faiblesse.
Désirant l'unification de la triade, l'Empire s'est finalement tourné vers le petit continent d'Aldena à l'ouest. Et en l'an 36 du calendrier impérial, en 1656 de la 6e ère astrale, il fit tomber Alamigo, la pointe des 6 cités éorgéennes. Gardemal prenant ainsi pied en Éorzea. Par la suite, la région connut une brève ère de paix, mais en l'an 51 de calendrier impérial, en 1772 de la 6e ère astrale, l'Empire reprit ses offensives militaires avec l'intention apparente de mettre à profit l'imminent 7e fléau. Alors, pour commencer, on va parler du lore des extensions. Alors, il y a plusieurs extensions, dont la première qui est Real Reborn, ou ARR pour les intimes. Donc voilà l'histoire de la première extension. Dans les derniers jours de la 6e ère astrale, l'Empire Garlemaldais a lancé un assaut complet sur le continent d'Éorzea. Les forces alliées, composées des 3 grandes compagnies, ont tenté de repousser les envahisseurs uniquement pour apprendre que leur véritable plan était de mettre fin à la menace des primordiaux à jamais. Ils auraient besoin d'utiliser le pouvoir de l'ancien météore magique Alagua. Note à savoir, l'Empire Alagua était une société technologiquement et magiquement avancée qui régnait sur Éorzea pendant la 3e ère astrale. Poussé par les êtres mystérieux connus sous le nom d'Axiens, Nael van Darnus a conduit la 7e Légion à Carteno où ils ont mené une bataille sanglante pour lancer le météore et laisser tomber la lune d'Alamut sur le continent, mettant fin à toute vie et à la menace primordiale. Cependant, lors de sa descente, il a été révélé que le Dalamut n'était pas une lune naturelle, mais une prison massive pour le primordial Bahamut. Cet effort a été contrecarré par le sage Louisois et ses disciples qui ont fait appel au pouvoir de leur dieu, les 12, pour aider à arrêter Météore et Bahamut. Bien que la bataille ait coûté la vie à beaucoup, y compris Louisois, Bahamut a été battu et la 7e Légion anéantie, paralysant ainsi gravement l'Empire Garlemaldais. Les destructions provoquées par Dalamut et Bahamut ont provoqué des bouleversements massifs dans le pays, altérant le paysage et les conditions météorologiques. Cet événement est devenu connu sous le nom de Calamité. Cela a commencé la 7e ère ombrale. Ensuite, il y a eu Evenswarm. Donc le lord Evenswarm, victime d'un abject complot, les héritiers de la 7e aube ont vu leur honneur souillé et sont désormais grandement affaiblis. Mais tout espoir n'est pas perdu. Au nord des Éorzea, dans les terres gelées du Coertas, un ami et allié précieux a décidé d'offrir aux rescapés de se réfugier à Isgard, nation qui reste depuis longtemps fermée aux étrangers. En guerre avec les dragons de Dravania depuis un millier d'années, la Sainte Cité a en effet choisi de se replier sur elle-même pour mieux se défendre. Toutefois, l'arrivée de ses invités Ewe a bouleversé le cours des événements, et peut-être même à faire la lumière sur les zones d'ombre d'une histoire tumultueuse. Ensuite, il y a eu Stormblood, donc le lore de Stormblood. Après la fin du conflit millénaire qui opposait les humains et les dragons dans les terres du Nord, c'est un nouveau périple qui commence désormais. Les Éorzéens tournent leur regard vers le territoire occupé de Girabania afin de délivrer Alamigo et son peuple du joug Garlemaldais. Au même moment, les signes d'un nouveau soulèvement se font sentir dans la lointaine contrée de Doma, elle aussi province impériale depuis de nombreuses années. Cette aventure vous conduira dans des lieux exotiques et vous permettra de rencontrer de farouches combattants qui luttent contre un ennemi commun, l'Empire de Garlemald. Et enfin, il y a le lore de la dernière extension en cours qui est Shadowbringer. Les nations d'Alamigo et de Doma se sont enfin libérées du joug de l'Empire, et on scande votre nom d'un bout à l'autre d'Aideline, la planète actuelle. Derrière ce chant de triomphe résonnent cependant des harmonies dissonantes. Une voix mystérieuse s'insinue depuis peu dans votre esprit et celui de vos amis héritiers de la 7e aube, qu'on décryptera plus tard. Un à un, vous les voyez succomber à cet appel venu d'ailleurs et sombrer dans un profond coma. Et alors que la guerre entre Garlemald et les forces alliées atteint son paroxysme,
Cette voix vous arrache à votre combat. Elle vous révèle qu'elle souhaite vous guider vers un autre monde. Mais à quoi vous attendre une fois là-bas? À l'inéluctable anéantissement ou à la naissance d'un nouvel espoir dans les ténèbres? Voyez pour la première fois à travers les mondes pour rejoindre la région de Norvendre dans le premier reflet. Là-bas, vous découvrirez une terre et des peuples à l'agonie après avoir essuyé un déluge de lumière. Seul le retour de la nuit pourra les sauver, mais pour accomplir ce miracle, vous devez devenir le guerrier des ténèbres. Ensuite, on va parler des héritiers de la 7e aube. Donc en premier, on a Minfilia. Minfilia est une femme dont le regard doux et le comportement attentionné cachent une volonté de faire. Au milieu du chaos qui règne suite au fléau, Minfilia cherche un héros qui pourra aider à mener une paix durable. On dit qu'elle s'intéresse grandement aux phénomènes surnaturels. Ensuite, nous avons Tancred. Tancred est un barbe autoproclamé et chasseur de rêves. On le voit souvent errer dans les étendues sauvages du Tanalan. Charmeur invétéré, Tancred n'aura jamais une occasion de courtiser une jolie dame avec de belles paroles. Sous ses airs distingués, il cache toutefois de nombreux secrets, dont son excellente maîtrise de la dague. Ensuite, nous avons Ida. Ida est une jeune femme pugiliste, toujours accompagnée de Papa Limo pour mener ses énigmatiques affaires dans la forêt de sombres linceuls. Sous ses airs insouciants, voire désinvoltes, elle montre néanmoins l'étendue de son talent au combat, où elle est toujours prête à protéger ses camarades. Ensuite, nous avons Papa Limo. Ce jeune Lalafell maîtrise les pouvoirs de l'occultisme et possède une grande connaissance de l'éther. Ses traits enfantins, typiques de sa race, sont en contradiction avec son cynisme cinglant qui le met souvent en désaccord avec la toujours joyeuse Ida avec qui il vagabonde dans la forêt de sombres linceuls. Ensuite, nous avons Yastolas. Cette superbe et énigmatique Nipotée, la race des chats, est souvent aperçue du côté de la Noesca. Sa maîtrise des arts magiques et sa connaissance des langues anciennes font d'elle bien plus qu'une simple voyageuse. Ensuite, nous avons Urianger. Sage élézène et spécialiste des enseignements prophétiques, Urianger fut l'un des premiers à s'attirer l'attention des Éorziens sur les dangers du fléau. Il est membre du Cénacle du Savoir et tristement célèbre parmi les aventuriers pour les conseils contenus dans ses énigmatiques déclarations. Ensuite, il y a Sid. Brillant spécialiste de la technologie Magitech, Sid Nongarlon a quitté son Garlemald natal pour rejoindre Eorzea où il a ouvert des forges en son nom. Il partage désormais ses connaissances avec les habitants de son pays d'adoption, afin qu'ils puissent défier la puissance impériale qu'il servait jadis. Ensuite, nous avons Louisois, qui n'est pas un héritier de la 7e aube, mais son fondateur. Aussi sage que rabougri, il est l'un des anciens chefs du Cénacle du Savoir, une communauté d'érudits venus de la lointaine cité insulaire de Charlayan au nord. Dans le but de déjouer l'arrivée désastreuse du fléau, Louisois invoqua le pouvoir des 12, le panthéon des divinités gardiennes des Orgiens. Malheureusement, il disparut dans la lumière aveuglante qui suivit le rituel. Depuis, plus personne ne l'a vu ni entendu parler de lui. Ensuite, nous avons Alphino et Alizé. Alphino est un jeune homme plein d'aplomb et sa sœur jumelle Alizé a un caractère bien trempé. Ils sont récemment arrivés en Éorzea pour des raisons inconnues. En dépit de leur jeune âge, on peut lire sur leur visage une détermination sans faille. Ensuite, nous allons parler des grandes menaces qui sont les primordiaux. Donc en premier, primordial, nous avons Ifrit. Ifrit est l'incarnation infernale du feu et de la rage. Il est adoré par la tribu reptilienne des Amaljan. Même parmi les primordiaux, Ifrit laisse souvent éclater son tempérament impulsif en une explosion mortelle. Son souffle embrase l'air, ses griffes fondent le plus résistant des métaux et ses cornes font se consumer les cieux. Ceux qui désirent l'affronter doivent se préparer à endurer les flammes de l'enfer. Ensuite, nous avons Ramu. Ramu est l'incarnation de la foudre. Il est vénéré par les Cives. Bien que la légende le dépeigne comme un vieillard sage et bienveillant connaissant de nombreux secrets, Ramu est un inquisiteur impitoyable qui n'hésitera pas à frapper de sa foudre vengeresse du jugement les intrus qui auraient décidé de souiller le cœur de la forêt. Ensuite, nous avons Garuda. Garuda est la reine des bourrasques et le primordial vénéré
par les Ixali. Doté d'une élégance et d'une grâce surnaturelle, cet être assoiffé de sang, tempérament capricieux et cruel, insuffle la terreur même dans le cœur de ses fidèles partisans. Sa rage se manifeste souvent sans somnation, elle se jette alors avec une fureur sans bord sur ses ennemis, les assaillant de ses terribles rafales aériennes. Ensuite, nous avons Titan. Titan est l'incarnation de la volonté de la Terre et le primordial vénéré par les kobolds. Compatissant et doux, Titan est comme un père pour ses fidèles troglodytes. Mais gare à ceux qui ont l'imprudence de provoquer ce colosse, car si on éveille sa colère, la terre se met à trembler sous ses coups implacables de son corps massif comme une montagne. Ensuite, nous avons Léviathan. Léviathan est le seigneur des eaux vénéré par les sagouines aquatiques. Tapi dans les abysses insondables, Léviathan dévore tout ce qui se trouve sur son passage. Jadis, les marins pensaient que les raz-de-marée étaient en fait la manifestation de la colère du grand serpent de mer. Ils cherchaient alors à l'apaiser à l'aide de sacrifices. Ensuite, nous avons Bahamut. Bahamut fut emprisonné des millénaires durant dans la petite lune d'Alamut. Le primordial ancestral Bahamut a retrouvé la liberté lorsque l'Axe se disloqua au cours de sa chute pendant la bataille de Carthéno. Dès lors, cet être impitoyable se mit à semer la destruction aux quatre coins d'Eorzea, marquant ainsi le début de la 7e ère ombrale. En plein cœur du chaos, néanmoins, Bahamut fut englouti dans un éclat de lumière aveuglante et disparut soudainement des nuées. Nul ne l'a vu depuis 5 ans. Et enfin, nous avons Odin. Odin, tout de noir vêtu, est le chevalier déchu qui apporte des chemins oubliés sous la canopée de la forêt de sombres linceuls. Nul ne sait désormais quand ou par qui fut invoqué ce primordial ancestral. Errant à travers la cive sur son puissant destrier Sethnir, Odin sera uniquement gouverné par le désir d'affronter de dignes adversaires ou encore d'assouvir son désir de vengeance selon certaines rumeurs. Ensuite, nous allons parler des 3 grands dragons apparus à l'extension Heavensward, dont le premier est Midgardsorm. Midgardsorm était le plus fort habitant de Dragonstar. Des forces adverses lui ont envoyé leur super art Omega pour le neutraliser. Midgardsorm a vaincu Omega, mais ne pouvait le détruire complètement. Réalisant que les capacités de régénération d'Omega lui donneraient finalement le dessus, Midgardsorm a attrapé ses 7 dernières œufs et a fui son monde natal, mourant avec Omega à sa poursuite. Après un long voyage à travers le vide froid de l'espace, Midgardsorm fut affaibli et atterrit sur Adeline où il conclut un pacte avec le Crystalmer qui a fait éclore ses 7 enfants, relançant ainsi la race de dragons sur le continent d'Adeline. Midgardsorm est un dragon serpentin colossal, assez grand pour enlacer le Draenei, Garlann, Argus et détruire carrément les petits dirigeables avec des attaques énergétiques de sa bouche. Son cadavre reste enlacé avec le Draenei et au moment où l'Argus est exploré, la carcasse est à un stade avancé de décomposition. En tant que serviteur de notre héros, son esprit prend la forme d'un petit dragon avec un ventre de couleur crème, un dos vert foncé et 2 oreilles en forme de nageoire. C'est une mascotte. Alors que la monture Midgardsorm du guerrier de lumière se transforme en un dragon adolescent, suffisamment grand pour être monté par un humanoïde avec une peau vert foncé, ses oreilles en forme de nageoire et une queue pointue, une séquence de plaques métalliques tapisse sa colonne vertébrale avec un siège de voiture dans le haut du dos avec des rênes attachées. C'est la description de la monture. La réplique faciale de Midgardsorm combattue dans le corps d'Omega montre qu'il n'était plus jeune. Midgardsorm avait des écailles dorées et sa tête avait de longues nageoires courbes, une crinière de feu et des yeux brillants. Midgardsorm est patient et énigmatique. Il brûle dans un monotone lent et délibéré et utilise des modèles de discours archaïques. Alors que le dialogue japonais original le dépeint incontestablement comme un allié, la localisation anglaise le caractérise de manière plus ambiguë par l'utilisation du dialecte dravanien. Midgardsorm voyage discrètement avec le guerrier de la lumière, observant ses actes et ses réalisations tout au long de ses aventures à Asgard.
Mygazorm est impressionné lorsque le guerrier retrouve sa bénédiction de la lumière, convaincu qu'il est l'élu de la Mère Lumière, donc d'Hydaelyn. Le père de Dragonkind s'implique davantage dans la guerre du chant du dragon, acceptant les efforts du guerrier de la lumière pour y mettre fin. Il ne se battra pas, mais prêtera ses ailes car il croit en la perspective de la paix entre les dragons et Ylgar. Bien que Midgardom soit attristé d'avoir été témoin de la colère de Nidhogg, il conclut que son fils a été remplacé par une ombre vengeresse et que la guerre ne pouvait se terminer qu'avec la mort de Nidhogg. Midgardom apparaît avant Alvert et le convainc de se tenir aux côtés du guerrier de la lumière et d'Isgard contre Nidhogg. En tant que père de la première couvée, Midgardom se soucie profondément de ses enfants et se lamente sur le destin tragique qui a frappé la plupart d'entre eux. Dans la mort et dans la résurrection de Bahamut en tant que primordial, l'emprisonnement douloureux de Tiamat par les Aghaïns, le meurtre de Rastarok, jusqu'à la haine sans fin de Nidhogg. En réapprenant la réactivation d'Oméga, Midgardom devient furieux que son ancien ennemi existe toujours et décide d'aider directement le guerrier de la lumière dans leur enquête. Étant un ancien dragon, Midgardom est puissant, capable de canaliser de l'énergie déterrée bleue. Ces rayons d'énergie ravagent les dirigeables Garlemaldais tout en endommageant la côte de l'Argus. Après l'explosion de l'Argus, revendiquant apparemment la vie de Midgardom, son esprit reste endormi en tant que gardien du lac et peut se manifester sous la forme d'un dragon fantomatique avec une immense quantité de puissance qu'il a déployée dans sa vie, jusqu'à y compris ressusciter d'autres dragons morts, le vivant dans son arène. Sa capacité la plus notable est de sceller la bénédiction du cristal mère, drainant les cristaux de leur pouvoir et forçant le guerrier de la lumière à agir sans la protection d'Hydaelyn. Midgardom peut ignorer sa propre mort, se manifestant comme un bébé dragon pour surveiller le guerrier de la lumière. Ensuite, nous avons Nidhogg. Nidhogg est compté parmi les 7 descendants directs du dragon originel Midgardom et l'ennemi juré d'Isgard. Et enfin, nous avons Alvert. L'histoire de la Sainte Cité tient en effet cette créature à la longévité quasi infinie pour responsable de la mort du roi fondateur Thordan il y a à peu près 1000 ans. C'est d'ailleurs le fils de ce dernier, Aldra, qui a ensuite vaincu Nidhogg et lui a arraché un œil, trésor qui est devenu depuis le symbole du pouvoir des dragons célestes, les protecteurs du peuple Ylgardais, donc les chevaliers dragons. Faisant partie des 7 premiers enfants de Midgardom, Alvert est un dragon dont le nom est couvert de mystère. En effet, contrairement à son frère Nidhogg, il ne prend pas part au conflit que opposent les Dravaniens aux Ylgardais. Les Dravaniens, c'est le nom de l'armée des dragons. Et personne ne l'a vu depuis des centaines d'années. Selon la légende, il vivrait dans un endroit retiré, très haut dans les cieux de Dravania. Mais nul n'a jamais pu prouver l'existence d'un tel repère. Et enfin, nous allons parler des différentes races du jeu. Donc en premier, nous avons les Urs. Les Urs est une race qui s'apparente aux humains. Les Urs seront probablement votre avatar le plus naturel dans le monde des ordures. Ensuite, nous avons les Elezen, qui est une race élégante aux allures elfes. Les Elezen sont reconnaissables à leurs oreilles pointues et à leur physique élancé. Ensuite, nous avons les Lalafell. Petits et mignons, la taille de ces êtres leur donne un air inoffensif mais en est rien. Et celle-là, c'est celle que je joue, et elle est machiniste. Et elle est prête à casser des grosses gueules. Ensuite, nous avons les Mycotés, à moitié félins, à moitié humanoïdes. Les Mycotés sont des gardiens graciles et rusés, facilement identifiables à leur queue touffue et à leurs oreilles. Ensuite, nous avons les Aora. Les Aora, une race d'humanoïdes à l'allure démoniaque et pourvue de cornes et d'une queue. Ils ont été ajoutés lors de l'extension Evenswarm. Ensuite, nous avons les Rogarlins. Ces guerriers à la stature imposante sont impressionnants et il n'est pas étonnant qu'ils possèdent une certaine force naturelle au combat. Ensuite, nous avons les Viera, aussi surnommés Dame Lapin. Avec leur grande taille et leur silhouette affinée, les Viera ressembleraient presque aux Urs et aux Elezen si elles n'étaient pas dotées de longues oreilles saillantes. Comme le veut le Vermor, le strict code réagissant leur communauté, il est interdit aux Viera d'entrer en contact
avec le monde extérieur sous peine d'être exilés. Leur société est matriarcale et les individus mâles ne sont que rarement aperçus dans l'enceinte des villages. Tapis dans l'ombre, ils protègent la forêt et empêchent les intrus de pénétrer sur leurs terres sacrées de leur peuple. Et enfin, nous avons les Hrothgar. Originaires des comtés lointaines d'Isambard, les Hrothgar sont un peuple costaud d'apparence léoline, ou du moins des mâles. Les femelles sont incroyablement peu nombreuses parmi leur population et sont rarement aperçues par les autres races. La physionomie importante des Hrothgar, non atténuée par leurs griffes acérées et leurs crocs encore plus acérés, incitait la panique parmi les Éorgiens à leur arrivée. Comme ils étaient incapables de communiquer, les interactions initiales entre les gens du commun ont souvent dégénéré en conflit. Une fois que les Hrothgar ont acquis la maîtrise de la langue commune, les craintes se sont apaisées et avec le temps, ils ont été les bienvenus dans tous les coins du royaume.